Il existe un moment silencieux que presque tout le monde connaît. Vous êtes assis devant une liste de choses que vous vous êtes promis de faire. Les tâches sont claires, le temps est disponible. Rien ne vous empêche physiquement de commencer. Et pourtant, vous ne commencez pas. Votre main se dirige vers votre téléphone sans même que vous y pensiez. Une courte vidéo devient 10 minutes deviennent 1 heure. Vous vous dites que vous commencerez bientôt. Mais ce « bientôt » s'éloigne de plus en plus. Puis la pensée familière apparaît. Peut-être que je suis simplement paresseux. Pendant des siècles, les gens ont cru à cette explication. Les religions ont mis en garde contre la paresse. Les parents ont exigé de la discipline. Les enseignants ont parlé de volonté. La culture moderne glorifie la productivité comme preuve de valeur personnelle. Ainsi, lorsque l'action ne se produit pas, la conclusion semble évidente. Quelque chose ne va pas, chez vous. Mais au cours des dernières décennies, les neurosciences et la psychologie ont commencé à raconter une histoire très différente. Et cette histoire change tout. La paresse n'est pas ce que vous pensez. Les chercheurs qui étudient la procrastination ont remarqué un phénomène étrange. Les gens reportent rarement ce qui procure un plaisir immédiat. Quelqu'un peut regarder des vidéos pendant 3 heures sans résistance, jouer tard dans la nuit sans fatigue, faire défiler son écran indéfiniment avec une attention totale. Aucune lutte, aucun conflit intérieur, aucun besoin de motivation. Mais lorsque la tâche implique étudier pour un examen, faire de l'exercice, commencer un travail important, prendre une décision de vie majeure, soudain, le corps devient lourd. L'esprit cherche des distractions. De petits obstacles paraissent énormes. Même ouvrir un document peut sembler épuisant. Si c'était une véritable paresse, la résistance apparaîtrait partout et pas seulement devant les tâches difficiles ou importantes. Les scientifiques ont donc posé une autre question. Et si la procrastination n'était pas un défaut de caractère, mais un système de protection? De nombreux modèles psychologiques décrivent aujourd'hui la procrastination comme une forme de régulation émotionnelle. Lorsque le cerveau prévoit qu'une tâche peut provoquer du stress de l'incertitude, un échec possible de la honte, une surcharge mentale. Il tente de vous protéger en évitant complètement la tâche. Du point de vue du cerveau, cela a parfaitement du sens. Votre système nerveux a évolué pour vous maintenir en sécurité, pas pour vous aider à atteindre des objectifs de productivité. Éviter l'inconfort aidait autrefois l'être humain à survivre. Aujourd'hui, le même mécanisme apparaît face aux emails, aux délais ou aux conversations difficiles. Ainsi, ce que nous appelons paresse n'est souvent qu'une autoprotection mal orientée. Et comprendre cela est le premier changement. Car on ne peut pas résoudre une réaction de protection par la honte ou la force. Un schéma observé dans la vie réelle. Prenons l'exemple d'une étudiante en médecine qui prépare ses examens finaux. Elle est intelligente, travailleuse et profondément engagée à devenir médecin. Mais chaque soir, au moment d'étudier des matières complexes, elle ressent soudain l'envie de ranger sa chambre, d'organiser ses notes ou de vérifier ses messages. Pendant des mois, elle se traite de paresseuse. Plus tard, en thérapie, quelque chose d'inattendu apparaît. Elle n'a pas peur d'étudier. Elle a peur d'échouer après avoir tant sacrifié. La procrastination n'était pas une faiblesse. C'était la peur sous un autre masque. Ou penser à un professionnel accompli qui repousse pendant des années le lancement d'un projet d'entreprise. Il lit, regarde des conférences, planifie sans fin, mais ne se lance jamais. Ses amis pensent qu'en est qu'il manque de discipline. En réalité, il porte une croyance silencieuse. Si j'essaie et que j'échoue, je prouverai que je ne suis pas aussi capable que les autres le pensent. L'évitement protège son identité. L'inaction paraît plus sûre que le risque. Encore une fois, pas de paresse, de la protection. Des histoires comme celle-ci apparaissent partout dans la psychologie clinique, le coaching et la recherche comportementale. Des personnes différentes, des vies différentes, mais le même mécanisme caché. Et bien avant les scanners cérébraux ou les laboratoires, certains observateurs du comportement humain avaient déjà remarqué quelque chose de similaire. Une ancienne manière de comprendre la résistance. Il y a plusieurs siècles, au Japon, les guerriers appelés samouraïs
étudiait non seulement le combat, mais aussi la perception, le timing et la psychologie du conflit. Les textes historiques sur la stratégie des samouraïs, notamment ceux influencés par le bouddhisme zen et la philosophie militaire classique, soulignent souvent une idée surprenante. La force directe n'est pas toujours le chemin vers la victoire. Parfois, le choix le plus sage consiste à changer de position, ajuster le moment, transformer l'environnement, laisser l'élan de l'adversaire provoquer sa propre chute. Ce principe apparaît dans divers concepts traditionnels liés à la vérité et à l'illusion, à la stratégie et à la diversion, à la clarté et à la perception. Qu'il soit exprimé dans des écrits martiaux, des enseignements zen ou des manuels tactiques, le message profond reste le même. La lutte devient plus facile lorsque l'on cesse de combattre la réalité de la mauvaise manière. Même si le contenu motivationnel moderne simplifie parfois ces traditions, leur message philosophique demeure puissant. Tout ne doit pas être forcé. Tous les obstacles ne doivent pas être attaqués de front. Parfois, avancer commence simplement par comprendre la nature même de la résistance. Et cela rejoint profondément ce que découvrent aujourd'hui les neurosciences. La priorité du cerveau, l'énergie. D'un point de vue biologique, le cerveau est un tissu extrêmement coûteux en énergie. Bien qu'il représente une petite partie du poids corporel, il consomme une grande portion de l'énergie quotidienne. C'est pourquoi il pose en permanence une question silencieuse. Cet effort est-il nécessaire pour la survie ou une récompense immédiate? Si la réponse est incertaine, la résistance apparaît. Voilà pourquoi les récompenses incertaines semblent plus difficiles. Les objectifs à long terme paraissent plus lourds que le confort immédiat. Les changements importants déclenchent souvent l'évitement plutôt que l'enthousiasme. Votre cerveau n'essaie pas de détruire votre avenir. Il essaie de préserver l'énergie dans le présent. Le problème, c'est que la vie moderne exige un effort prolongé vers des résultats lointains, quelque chose pour lequel l'évolution ne nous a pas totalement préparés. Ainsi, le conflit quotidien que vous ressentez n'est pas un échec moral. C'est un décalage entre une biologie ancienne et des attentes modernes. Le malentendu le plus dangereux. Se traiter de paresseux semble anodin, mais psychologiquement, cela crée deux problèmes sérieux. D'abord, les étiquettes façonnent l'identité. Si vous croyez être paresseux, vous cessez de chercher les vraies causes. Vous cessez d'expérimenter des solutions. Vous attendez l'échec, et souvent vous le créez. Ensuite, la honte augmente l'évitement. Plus vous vous sentez coupable, plus la tâche devient douloureuse émotionnellement. Et le cerveau évite la douleur encore plus vite. Le cycle continue donc. Évitement flèche, honte flèche, plus d'évitement. Briser ce cycle demande une approche différente. Pas plus de pression, pas plus de motivation bruyante, pas une discipline plus dure, quelque chose de plus calme, plus précis, plus honnête. Et c'est là que commence le véritable tournant. Une question qui change tout. Au lieu de demander « Comment me forcer à travailler ?», une meilleure question apparaît « De quoi ma résistance essaye-t-elle de me protéger ?» Ce simple changement transforme le problème. Car dès que la résistance a une raison, elle a aussi une solution. Et à travers l'histoire, de la philosophie stratégique ancienne à la science comportementale moderne, un même schéma se répète. L'action durable ne commence presque jamais par la force. Elle commence par la compréhension. Dans la suite, nous explorerons quelque chose d'encore plus concret. Les 3 sources cachées de résistance qui empêchent David de commencer et comment les reconnaître peut libérer immédiatement le mouvement. Car lorsque vous voyez la véritable cause, le mur devant vous n'a plus besoin d'être brisé. Parfois, ce n'était jamais un mur. Et si le véritable obstacle n'avait jamais été la tâche devant vous, mais quelque chose de caché en dessous? Lorsque les gens commencent à comprendre que la procrastination est une forme de protection, une nouvelle curiosité apparaît. Car la protection a toujours une raison. Et les raisons peuvent être découvertes. Pendant longtemps, la résistance semblait aléatoire. Certains jours, vous vous sentez concentré et clair. D'autres jours, même la plus petite action paraît impossible. Vous vous promettez de changer demain, mais demain arrive avec le même poids invisible. Pourtant, lorsque les psychologues crécients
Si Contique commençait à observer le comportement de plus près, ils ont remarqué que l'hésitation n'était pas chaotique du tout. Elle suivait des schémas silencieux, répétables et étonnamment logiques. À travers différentes cultures, professions et âges, les gens avaient tendance à se figer pour seulement quelques raisons précises. Pas des centaines, pas des milliers. Juste un petit nombre de sources cachées portant de nombreux masques différents. Et une fois ces sources nommées, quelque chose de remarquable s'est produit. La résistance a cessé de sembler mystérieuse, et ce qui n'est plus mystérieux peut enfin être changé. La première source cachée est la manière dont une tâche est abordée. La plupart des gens supposent que si quelque chose semble difficile, ils ont simplement besoin de plus de discipline. Alors ils poussent plus fort, forcent des heures plus longues et se blâment lorsque l'énergie s'effondre. Mais la difficulté n'est pas toujours un signe de faiblesse. Parfois, c'est un signe de mauvais ajustement. Deux étudiants peuvent étudier le même sujet pendant le même temps et ressentir des niveaux d'épuisement totalement différents. L'un lit en silence et mémorise facilement. L'autre a du mal à rester concentré plus de 10 minutes. Plus tard, il découvre quelque chose de simple. Le second comprend bien mieux en expliquant la matière à voix haute ou en dessinant des schémas à la main. Rien n'allait mal avec son intelligence. Rien n'allait mal avec sa motivation. Seule la méthode était mauvaise. Ce schéma apparaît partout. Un écrivain incapable de penser devant un écran vide produit soudain des pages en utilisant un stylo et du papier. Un athlète bloqué dans un entraînement rigide progresse rapidement après avoir changé de rythme ou d'environnement. Un employé qui semble peu productif dans un rôle s'épanouit lorsque ses responsabilités changent légèrement. Le monde extérieur appelle cela de l'incohérence, mais la psychologie appelle cela l'alignement. Quand la méthode correspond à l'esprit, l'effort paraît plus léger. Quand ce n'est pas le cas, chaque pas devient lourd. La question n'est donc plus « Pourquoi suis-je si paresseux ?» La meilleure question devient « Est-ce la bonne manière pour moi de commencer ?» Parfois, un minuscule ajustement, se tenir debout au lieu de rester assis, commencer par des notes vocales plutôt que par l'écriture, travailler en silence plutôt qu'avec de la musique, supprime instantanément la moitié de la résistance. Non pas grâce à la volonté, mais grâce à l'ajustement. La deuxième source cachée est le moment. L'énergie n'est pas constante, mais la vie moderne prétend qu'elle devrait l'être. Les emplois du temps exigent la même performance à 8 heures du matin et à 10 heures du soir. Les échéances ignorent le sommeil, l'humeur et la biologie. Les conseils de productivité supposent souvent que tous les corps humains fonctionnent selon la même horloge. Mais les recherches sur les rythmes circadiens racontent une autre histoire. Certains esprits atteignent leur clarté tôt le matin. D'autres ne deviennent vraiment vifs qu'après le coucher du soleil. La concentration, la mémoire, la créativité et la stabilité émotionnelle montent et descendent en vagues naturelles tout au long de la journée. Travailler contre ces vagues revient à nager à contre-courant. C'est possible, mais épuisant. Travailler avec elles change tout. Imaginez un programmeur qui pense manquer de discipline parce que le travail nocturne échoue toujours. Après avoir observé son énergie pendant plusieurs semaines, il remarque un schéma. Sa concentration la plus profonde apparaît entre 6 heures et 9 heures du matin. Il réorganise son emploi du temps, plaçant les tâches les plus difficiles dans cette fenêtre. Sa productivité double, non pas parce que sa motivation a augmenté, mais parce que le moment s'est aligné avec sa biologie. Ou pensez à un parent qui se sent mentalement confus dans le chaos du matin, mais soudain créatif tard dans la nuit lorsque la maison devient silencieuse. Encore une fois, pas de paresse, du rythme. Quand le moment est mauvais, même les actions simples deviennent difficiles. Quand il est juste, le travail complexe commence à couler naturellement. Une autre question puissante apparaît alors. Est-ce que j'échoue à cause de qui je suis ? Ou à cause du moment où j'essaie d'agir? La troisième source cachée est la plus difficile à affronter et aussi la plus libératrice. C'est le sens. Il existe des tâches qui semblent lourdes, même lorsque la méthode est parfaite et que le moment est idéal. Vous changez l'environnement.
vous vous reposez, vous planifiez soigneusement. Et pourtant, quelque chose en vous refuse toujours d'avancer. Ce type de résistance est souvent mal interprété comme une paresse extrême ou un manque de discipline. Mais dans de nombreux cas réels, il révèle quelque chose de plus profond, la reconnaissance silencieuse que le chemin lui-même est peut-être faux. Les études sur l'abandon des objectifs à long terme montrent que beaucoup de personnes n'abandonnent pas par faiblesse, mais parce que leurs objectifs perdent lentement leur vérité émotionnelle. Elles poursuivent des carrières choisies par attente, des projets hérités de la pression, des rêves qui comptaient autrefois mais qui ne sont plus vivants. L'esprit remarque ce décalage bien avant que des mots conscients apparaissent, et la résistance devient le messager, inconfortable mais honnête. Imaginez quelqu'un qui se prépare à une profession qu'il n'a jamais vraiment voulu. Chaque séance d'étude est douloureuse, chaque pas en avant paraît vide. De l'extérieur, cela ressemble à de la procrastination. De l'intérieur, cela ressemble à un éloignement de soi-même. Lorsque cette personne change enfin de direction, parfois après des années, l'énergie revient avec une rapidité surprenante. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que l'effort se connecte enfin à quelque chose de réel. C'est pourquoi comprendre la résistance est plus puissant que la combattre. Car la résistance n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, elle est un guide. Lorsque vous placez ces trois sources côte à côte, méthode, moment, essence, une nouvelle image apparaît. La plupart des blocages dans la vie ne viennent pas d'un manque de force. Ils viennent d'un désalignement. Et le désalignement a des solutions. Changer la manière, changer le moment ou changer le chemin. Chaque option demande de l'honnêteté, mais aucune ne demande de se haïr soi-même. Cette prise de conscience seule peut ressembler à une bouffée d'air frais après des années dans une pièce fermée, car l'histoire passe de « je suis brisé » à quelque chose de bien plus plein d'espoir. Quelque chose ne correspond simplement pas encore, et ce qui ne correspond pas peut être ajusté. Mais même avec cette compréhension, une question importante demeure. Connaître la source de la résistance est puissant. Pourtant, beaucoup de personnes se sentent encore bloquées au moment exact où l'action devrait commencer. La conscience ouvre la porte, mais la franchir est un tout autre défi. La prochaine étape ne concerne donc pas la théorie, elle concerne le mouvement, un changement pratique si petit et précis que le cerveau ne se sent plus menacé. Une manière de commencer sans attendre la motivation, la confiance ou des conditions parfaites. Car le vrai changement commence rarement par des décisions spectaculaires. Le plus souvent, il commence silencieusement, par le plus petit pas possible. Et c'est ici que tout devient étonnamment simple. Pas facile au sens dramatique et cinématographique. Pas sans effort comme le promettent les slogans de motivation. Mais simple dans sa structure, assez clair pour que, une fois que vous le voyez, vous ne puissiez plus jamais l'ignorer. Car après avoir compris la protection, après avoir reconnu le désalignement dans la méthode, le moment et le sens, il ne reste qu'un seul véritable défi. Comment commencer ? Quand commencer semble impossible. Pour beaucoup de personnes, c'est le mur silencieux. Elles lisent des livres, regardent des conférences, planifient de nouvelles routines et se sentent inspirées pendant un instant. Mais lorsque le matin ordinaire arrive, rien ne change. L'esprit dit « commence demain ». Demain devient la semaine prochaine. Et lentement, l'espoir se transforme en déception silencieuse. Ce schéma est si courant que les psychologues le décrivent parfois comme l'écart entre l'intention et l'action, l'un des mystères les plus étudiés du comportement humain. Pourtant, lorsque les chercheurs examinent les moments de véritable changement, le tournant est rarement spectaculaire. Il est presque toujours petit, si petit qu'il paraît insignifiant au début. Pensez à quelqu'un qui n'a pas fait d'exercice depuis des années. S'il promet de s'entraîner 2 heures chaque jour, le cerveau réagit immédiatement par de la résistance. Trop d'efforts, trop d'incertitudes, trop de douleur. Mais si cette même personne fait une promesse différente, mettre ses chaussures et marcher pendant 2 minutes, quelque chose change. 2 minutes semblent inoffensives, sûres, presque inutiles.
Et c'est précisément pour cela que cela fonctionne, parce que le cerveau ne résiste pas à ce qu'il ne perçoit pas comme une menace. Et une fois le mouvement commencé, une force psychologique silencieuse apparaît, l'élan. 2 minutes deviennent 5. 5 deviennent 10. Non par discipline, mais par continuité. La science du comportement appelle cela l'action minimale viable, le plus petit pas qui brise l'inertie. Les philosophies anciennes décrivaient une sagesse similaire avec d'autres mots. Ne conquiers pas la montagne, fais simplement le prochain pas sur le chemin. Culture différente, même vérité. Les transformations réelles de la vie commençaient souvent ainsi. Un écrivain incapable de terminer un livre cesse d'essayer d'écrire des chapitres et s'engage à écrire une seule phrase par jour. Au début, cela paraît presque vide de sens, mais les phrases, la coulco s'accumulent, les pages apparaissent et, des mois plus tard, un manuscrit existe là où il n'y avait que du vide. Non pas grâce à une inspiration soudaine, mais parce que commencer est devenu trop petit pour être évité. Un étudiant submergé par les examens abandonne les plannings complexes et étudie un seul concept chaque matin avant de regarder son téléphone. Un concept semble gérable. La confiance revient lentement. Les notes s'améliorent, non par pression, mais par constance. Une personne en convalescence après un épuisement ne tente pas de reconstruire toute sa vie d'un coup. Elle commence par quelque chose de plus silencieux. Se réveiller à la même heure, sortir, prendre la lumière du soleil, écrire quelques lignes honnêtes dans un carnet, de minuscules encres dans la journée, presque invisibles de l'extérieur. Mais intérieurement, elle signale quelque chose de puissant. Le mouvement a repris. Et le mouvement, même lent, change l'identité. Car le changement le plus important ne se produit pas dans la productivité. Il se produit dans la perception de soi. De « je ne peux pas » à « j'ai commencé ». Cette différence réécrit le champ des possibles. Mais commencer n'est que la première couche. Une fois l'action lancée, un autre moment fragile apparaît. S'arrêter. Beaucoup de personnes commencent fort et disparaissent quelques jours plus tard. Non par échec, mais par épuisement. Elles poussent trop fort, trop vite, essayant de compenser le temps perdu. Le cerveau, encore une fois, active la protection. Et le cycle se répète. Ainsi, un progrès durable exige un autre principe soutenu discrètement par la psychologie de la performance et même par la science de l'entraînement sportif. Travailler en rythme, pas en extrême. De courtes périodes d'attention totale suivies de véritables pauses. Focus, relâchement, retour. Ce schéma apparaît dans la musique, dans la respiration, dans les battements du cœur, dans les cycles du sommeil. La vie elle-même avance par pulsation. Pourtant, la productivité moderne l'ignore souvent, exigeant une production sans fin jusqu'à l'effondrement. Les recherches sur les intervalles de concentration structurés, comme les sessions chronométrées avec pause, montrent des taux d'achèvement plus élevés, une meilleure mémoire et moins de fatigue mentale. Non parce que les gens essaient plus fort, mais parce que le rythme protège l'énergie. Et une énergie protégée soutient l'action. Il existe aussi une dimension plus silencieuse que peu de systèmes de productivité mentionnent. L'environnement. Pas seulement la pièce physique, mais les signaux invisibles qui vous entourent. Notifications, onglets ouverts, bruit de fond, désordre, décisions inachevées. Chacun consomme de minuscules fragments d'attention, individuellement inoffensifs, collectivement écrasants. Les études sur la charge cognitive montrent que même de petites distractions réduisent la concentration profonde et augmentent les hormones du stress. Ce qui explique une observation simple mais puissante. Parfois, le progrès commence non pas en ajoutant de l'effort, mais en retirant la friction. Ranger un bureau, mettre le téléphone en silencieux, préparer les outils à l'avance, choisir une seule tâche claire. Ces actions paraissent triviales. Pourtant, elles transforment le comportement sans toucher à la motivation. Le chemin devient plus facile à parcourir, alors la marche commence naturellement. Lorsque vous assemblez toutes ces pièces, une image différente du changement apparaît. Pas héroïque, pas dramatique, mais profondément réelle.
Le changement ressemble à une question honnête, un pas minuscule, un rythme protégé, un environnement soutenant répété silencieusement jusqu'à ce qu'une nouvelle normalité se forme. C'est pourquoi la transformation durable semble souvent lente sur le moment mais étonnante avec le recul, car de petits mouvements quotidiens, multipliés par le temps, recomposent toute une vie. Et quelque part dans ce processus silencieux, une prise de conscience émerge, à la fois simple et profonde. Vous n'avez jamais vraiment combattu la paresse. Vous appreniez à écouter des signaux que l'on ne vous a jamais appris à comprendre. La protection n'était pas l'ennemi. La résistance n'était pas une faiblesse. Le retard n'était pas une preuve d'échec. C'étaient des messages, imparfaits, parfois frustrants, mais porteurs de sens. Et une fois compris, ils perdent leur pouvoir de vous contrôler. La vraie question n'est donc plus « Comment me forcer à changer ?» Elle devient plus douce et bien plus efficace. Quel est le plus petit pas honnête que je suis prêt à faire aujourd'hui ? Pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Car l'avenir ne commence pas par de grandes décisions. Il commence au moment précis où le mouvement revient, silencieusement, presque invisiblement, comme la première lumière avant l'aube. Et une fois que cette lumière apparaît, même faiblement, l'obscurité n'a plus le dernier mot.